Ces chiens essaient honnêtement de jouer le rôle de berger et de conduire les taureaux dans le coin de l'enclos pour qu'ils puissent être transportés. Le border collie est la race idéale pour ce genre de travail. Incroyablement rapide, fort, capable d'intimider les animaux à sabots si nécessaire. Et il peut contrôler son enthousiasme, sans faire de mal au bétail, mais en le guidant habilement là où le propriétaire en a besoin. La taille relativement grande et l'endurance des border collie leur permettent de diriger même de gros animaux à sabots. Cependant, les chiens ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Les taureaux domestiques sont habitués à la vie à la ferme, mais lorsqu'ils voient une tête de chien hargneuse, ils opposent une résistance instinctive aux prédateurs. De plus, alors qu'un bélier agressif pourrait être effrayé par un gros chien et reculer, un veau domestique se souvient de l'héritage de ses ancêtres sauvages, les puissants Oroks, qui ne reculaient pas devant le danger. C'est pourquoi le taureau contre-attaque avec audace. Le taureau utilise son net avantage de masse, se lance à l'assaut, s'échappe facilement du coin de l'enclos et commence à se battre avec le chien. Le border collie esquive habilement les coups de l'ennemi, mais il est trop risqué de se trouver si près d'un lourd taureau. L'animal à sabot piétine le chien. Heureusement, le chien ne souffre pas de blessures graves et se relève rapidement. Il s'agit là d'un phénomène assez courant. Les taureaux sont probablement les animaux domestiques les plus difficiles à contrôler, précisément parce qu'ils répondent aux tentatives d'intimidation par de l'agressivité. Très souvent, ces herbivores se comportent de manière plus agressive que de nombreux prédateurs. Ils utilisent leur avantage de poids et font voler les chiens de troupeau à la première occasion. En outre, il existe une certaine loyauté entre les animaux à sabots. Lorsqu'un taureau est fatigué, il est immédiatement remplacé par un autre, comme s'il s'agissait d'un travail composé. Les chiens ont de la chance que le troupeau entier ne cherche pas à piétiner leur adversaire. Mais peu à peu, la vague d'adrénaline quitte les herbivores et ils se calment. Pour les chiens, l'essentiel est de survivre à ce moment et de ne pas laisser les puissants ongulés défoncer l'enclos. Mais ces chiens ne sous-estimeront plus et surtout ne provoqueront plus même les taureaux domestiques acclimatés à la ferme. De nombreux chiens ont la mauvaise habitude de se libérer et de courir à la poursuite d'une cible qui se déplace rapidement. Dans ce cas, le chien peut aboyer et même saisir la cible avec ses dents. Avez-vous déjà été confronté à ce genre de problème? C'est désagréable quand même, non? Ces chevaux n'ont pas non plus apprécié qu'au cours d'une promenade de routine sur la plage, un chien s'élance soudain, sans raison, sur l'un des animaux à sabots. Mais l'énorme bête a immédiatement trouvé un moyen de répondre à l'agression. Un coup puissant, précisément à la tête, a mis hors d'état de nuire l'audacieux chien. Il a probablement survécu, mais lorsqu'il reviendra à lui, il se souviendra toute sa vie de cette leçon. C'est l'une des plus belles et des plus tristes histoires de la confrontation entre animaux à sabots et des prédateurs. Un vaste troupeau de caribous migre à travers la taïga à la recherche de riches pâturages. Les animaux à sabots sont très forts et nombreux, mais parmi eux se trouvent des membres vulnérables du troupeau, les veaux. Ils sont déjà assez forts pour courir presque autant que les adultes, mais leur force est nettement plus faible. C'est ce qu'ont remarqué les loups qui poursuivent le troupeau. Ils courent après leur proie, cherchant systématiquement des cibles adéquates. L'objectif des prédateurs est d'attaquer le troupeau par le flanc, de séparer l'animal le plus faible du reste et de l'attraper lorsque les autres animaux à sabots s'éloigneront. Les loups sont forts, mais leur principal avantage, bien sûr, est l'endurance. Après une longue poursuite, les prédateurs ont soudain réduit la distance. Alors qu'auparavant, ils couraient après le caribou pendant plusieurs heures, les prédateurs ont accéléré et se sont approchés de la distance de frappe. Ils ont choisi une cible, une femelle avec son petit. Une lutte de position complexe s'engage. Le petit suit le reste du troupeau et reste au milieu des grands animaux à sabots. Si les prédateurs tentent de l'attaquer à cet endroit, les autres renverseront simplement les loups au sol et les piétineront. La mère tente également de protéger son petit, bien sûr. Elle manœuvre, éloigne le petit des prédateurs. Mais les loups agissent avec trop de cohésion et de précision. En fin de compte, les loups ont réussi à séparer le petit du reste du troupeau.
Maintenant, l'un des loups chasse le petit pour s'en occuper tranquillement à côté. Même la mère n'a pu protéger le petit car d'autres prédateurs sont intervenus. Mais le loup ne sait pas à qui il a affaire. Ce petit, bien sûr, est jeune, mais le désir de survivre est si fort que le petit se libère du prédateur. Le loup est sous le choc. La belle et dramatique course-poursuite dure beaucoup plus longtemps qu'il ne s'y attendait. D'habitude, il faut quelques secondes, voire une minute, à un chasseur chevronné pour abattre un fauve de cet âge. Ici, le fauve mène le loup pendant près d'une demi-heure. On ne s'attendait pas à une telle rapidité de sa part. Le petit manœuvre, esquive les crocs de l'ennemi, court aussi vite qu'il le peut, à la limite de ses capacités. Il attend l'aide de sa mère, mais elle ne vient pas. La louve va entraîner le faon trop loin du troupeau. Le jeune ongulé est en effet plus rapide que ses congénères. Peut-être que même qu'un caribou adulte ne pourrait pas afficher de tels résultats dans une course fatale. Mais le loup rassemble ses forces et rattrape encore le petit. D'un léger mouvement, le prédateur fait s'arrêter sa victime. Le fauve n'a même pas besoin d'être renversé. Il est tellement fatigué et épuisé qu'il ne peut plus résister, comme si le loup l'avait tout simplement éteint. Le prédateur achève rapidement sa victime. Bientôt, d'autres chasseurs de la meute le rejoignent. Le petit a perdu, mais cette chasse est allée si loin que les prédateurs ne reviendront pas dans le troupeau et ne le poursuivront pas. Habituellement, les adultes protègent les jeunes. Ici, c'est le contraire. De façon inattendue pour les prédateurs, ce petit a sauvé de nombreux autres cerfs grâce à son agilité. Les poneys sont bien plus cools qu'on ne le pense. Ce cheval a fait une grosse erreur en s'engageant avec le petit challenger à sabots. Leur corps compact et arrondi, leur visage mignon, leurs membres courts et leur fourrure dense et douce rendent ces animaux incroyablement adorables. En outre, ils sont petits, presque la moitié de la taille des chevaux normaux en termes de hauteur et de dimension. C'est pourquoi il existe un stéréotype selon lequel les poneys sont une race développée sous le divertissement pour le divertissement des enfants. Comme vous pouvez le voir, ce poney attaque très sérieusement son adversaire qui fait 2 fois sa taille. L'une des tactiques favorites de poney est d'atteindre l'aine de l'adversaire avec ses dents puissantes. Leur petite taille leur donne un avantage à cet égard. Pour qu'un grand cheval puisse mordre un petit adversaire, il doit baisser considérablement la tête. Les poneys, en revanche, atteignent facilement la cible. Le cheval en est choqué. Son problème est qu'il ne savait pas d'où venait cette race d'adversaires. En réalité, les poneys ont été élevés pour travailler dans les mines et non pour les promenades avec les enfants. La tâche initiale des poneys était de tirer des chariots chargés de charbon dans des tunnels parfois incroyablement escarpés, dans l'obscurité totale ou presque totale, sous la chaleur et avec le risque constant d'effondrement. Les poneys sont parfaitement préparés à ce travail dangereux et complexe. Leur taille modeste n'est qu'une conséquence de la nécessité de travailler dans des mines basses et étroites et non le signe d'un caractère mou. Au contraire, si vous devez plonger dans l'obscurité pendant des années en portant une charge plusieurs fois plus lourde que votre propre corps, cela vous endurcit et rend votre caractère véritablement résistant, n'est-ce pas ? Ici, le bélier agressif n'a pas tout de suite compris qu'il avait affaire à une créature à sabots beaucoup plus froide que lui. Le poney a non seulement résisté à tous les coups et aux attaques frontales de son adversaire, mais il a aussi commencé à le mordre activement. De plus, le petit cheval n'utilise pas un dixième de sa force réelle. Cela montre à l'adversaire qu'il n'est pas bon de s'attaquer à un poney. Le bélier est habitué à ce que les autres animaux de la ferme soient pacifiques. Et il recule donc sous sa pression. Mais cette fois, il a choisi le mauvais adversaire. Ce duel ne semble pas du tout cruel ou agressif. Il s'agit simplement de 2 petits animaux à sabots qui se mordent et se frappent l'un l'autre à un rythme plutôt lent. Mais en réalité, le bélier a eu de la chance. Si le poney l'avait voulu, il aurait pu lui briser la colonne vertébrale. Bien que les poneys modernes ne travaillent pas dans les mines, ils sont physiquement à la hauteur de leurs ancêtres et ont hérité d'une force et d'une endurance incroyables. Imaginez la puissance d'un énorme étalon au travail. Maintenant, rétrécissez-la mentalement dans l'emballage compact du corps d'un poney. Vous avez maintenant une idée de ce dont ces mignons sont capables. Quel est le cas où les animaux à sabots ont opposé une résistance cool à leurs ennemis
Le plus intéressant, c'est que cette particularité des orques a été remarquée par leurs victimes. Cette baleine a repéré le pinnipède et l'a poursuivi. Bien que la proie soit agile et rapide, comme l'animal lui-même chasse le poisson, il n'a aucune chance face à un ennemi aussi rapide et fort. Mais savez-vous ce qu'a fait le rusé? L'orque n'aurait jamais dû le sous-estimer. Au lieu de manœuvrer davantage ou d'essayer de s'échapper, le pinnipède a tout simplement sauté sur le bateau pour rejoindre les gens. Et voilà, l'orque a battu en retraite. Même dans l'excitation de la chasse, elle n'a pas attaqué le bateau, bien que ces baleines réussissent à écraser des icebergs et des banquises 3 fois plus massifs pour manger les phoques qui y ont trouvé refuge. Cependant, il n'y a pas d'agression ici. Si un pinnipède se trouve à proximité de personnes, il est nécessaire de s'arrêter. C'est le principe de l'orque. C'est mignon, non? Bien sûr, on pourrait dire que le pinnipède essayait simplement de se cacher n'importe où et qu'il a accidentellement choisi le côté du bateau. Mais regardez le comportement de la pauvre bête. Alors qu'il vient d'échapper aux mâchoires terrifiantes d'un énorme prédateur, ce petit bonhomme se comporte comme un ami des humains. Même après le stress qu'il a subi, il est là, il a peur de personne. Il savait donc qu'il serait protégé ici. Qu'en pensez-vous? Il est intéressant de noter qu'un comportement similaire peut être observé plus haut dans la chaîne alimentaire. Les otaries elles-mêmes s'attaquent aux manchots de la même manière que les orques s'attaquent aux pinnipèdes. Et voici un cas phénoménal similaire. Une otarie a failli rattraper un manchot qui, au dernier moment, a sauté sur le bateau pour rejoindre les gens. Apparemment, l'intelligence des oiseaux ne doit pas non plus être sous-estimée. Curieusement, les pinnipèdes peuvent poursuivre les manchots sur terre, mais ici, la poursuite est terminée et le prédateur abandonne. Il ne veut pas non plus s'amuser avec les gens et montrer de l'agressivité à l'égard de leur navire. Il serait amusant que la proie du manchot tente elle aussi d'échapper aux humains de la même manière. Pouvez-vous imaginer cela? Un pingouin chasse un poisson, il saute hors de l'eau et monte à bord du bateau. Il est vrai que si le bateau est un bateau de pêche, ce serait un petit peu gênant. Cette lionne indienne a trouvé ce qu'elle pensait être une proie facile, un tatou lent mais dense qui ne peut ni se battre efficacement ni s'enfuir. Sauf que le félin prédateur n'aurait pas dû sous-estimer la puissance de l'armure de l'ennemi. Le tatou s'est mis en boule et a opposé ses défenses aux crocs et aux griffes de la lionne. Et vous savez quoi? Le chat prédateur a passé plusieurs minutes à essayer d'ouvrir les défenses de sa victime. Il l'a attaqué, lui a donné des coups de pied, l'a mordu, a essayé de l'étirer, l'a retourné, mais tout ça en vain. Tu penses que c'est fini? Bien sûr que non. D'autres liens sont arrivés. 3 grandes panthères prédatrices contre un tatou qui est 3 fois plus petit que chacun des petits chats. Mais même en combinant leurs efforts, elles n'ont rien pu faire contre cet animal. La défense du tatou est d'une efficacité redoutable. On aurait pu croire qu'il allait être détruit. Ici, il semblerait que les lionnes aient trouvé quelque chose à quoi s'accrocher et qu'elles vont maintenant ouvrir l'enchevêtrement dans lequel la bête s'est enfermée. Mais non, ils ne se soucient pas de leur effort, les lionnes finissent par abandonner et gaspillent leur force face à un ennemi aussi têtu et défensif. Le tatou a attendu que les lionnes s'en aillent, puis il s'est calmement déroulé et s'est mis en quête de nourriture. Et si vous pensez que l'armure de cet animal ne peut servir qu'à une défense sourde, vous vous trompez. Ce serpent pensait pouvoir combattre facilement un prédateur aussi petit et amusant. Une morsure? Mais non, inutile, le tatou évite facilement que le poison ne pénètre dans son corps grâce à la protection de son armure et à sa vitesse de réaction. Puis le tatou saisit le serpent et l'élimine en quelques secondes grâce à ses mâchoires d'une force inattendue. Ce chat chassait sur un toit et a réussi à attraper son repas. En général, les chats domestiques sont considérés comme des prédateurs plus efficaces que les tigres, si l'on compte le nombre de tentatives réussies pour attraper leur repas par rapport aux tentatives ratées. Mais ici, quelque chose n'allait pas. Le chat ne voyait dans cette bande de corbeaux qu'une sombre toile de fond pour ses exploits. Ces oiseaux n'oseraient pas l'attaquer sans raison, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des faucons ou des aigles, ce ne sont que des corbeaux des villes, quoi. Sauf qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Il est de plus en plus fréquent de constater que les oiseaux de la famille des corbeaux, qui vivent en ville, considèrent les sites de nidification comme leur territoire.
D'une intelligence redoutable, ces oiseaux à plumes tentent de veiller à la sécurité de leur propre foyer. Le chat ne les a pas provoqués, mais ils le considèrent tout de même comme une menace. Et ils attaquent. Le chasseur moustachu ne s'attendait pas à une telle impudence, mais les corbeaux sont aussi de redoutables combattants. Ils sont courageux, forts et capables de travailler en équipe. Remarquez que les oiseaux veulent donner une leçon au chat et le chasser de leur toit. Ils descendent en piqué sur le chat et lui donnent des coups non pas dangereux mais très douloureux sur la tête, le torse et les pattes. Les corbeaux évaluent leur adversaire, ils agissent trop vite pour qu'une bête de proie aussi agile puisse les atteindre. D'autant plus que les oiseaux noirs attaquent de différentes directions. Parviendront-ils à jeter le chat du toit? Ben oui, non? Bien, alors rendons au moins son séjour ici désagréable qu'il quittera définitivement notre territoire. Le chat ne peut bien sûr pas dîner en cette désagréable compagnie. Il est en colère, mais il se sent impuissant. Il semble que la leçon du corbeau va fonctionner, et ce prédateur agile ne les menacera vraiment pas, mais partira chercher sa subsistance ailleurs. Le principal atout de l'impala est son incroyable capacité de saut et de manœuvre. Ces ongulés sont très rapides, mais lorsqu'ils sont entourés d'une douzaine de hyènes, la vitesse n'est pas un gage de réussite. Remarquez à quel point les prédateurs sont intelligents et rusés lorsqu'ils conduisent leur proie. Ils ont été capables de comprendre correctement où l'impala allait courir, de couper ses voies de fuite et d'encercler l'ongulé. Les prédateurs expérimentés ont compris que l'herbivore avait l'avantage d'avoir des pattes plus longues. L'impala courait dans le long du rivage sablonneux pour profiter au maximum de cet avantage. Si elle essayait de se cacher dans les buissons, elle s'en mêlait les pinceaux et les chiens la rattraperaient. C'est ce qu'a fait l'impala. Elle a fui les hyènes le long de l'étang. Mais là, elle se retrouvait dans les mâchoires de ses ennemis qui lui tendaient une embuscade. Pensez-vous que c'est la fin? Bien sûr que non. L'impala est un excellent nageur. Grâce à ses excellentes réactions, il saute littéralement hors de l'emprise des bêtes carnivores au tout dernier moment et s'envole dans l'eau comme dans un film. Ses longues pattes lui confèrent également un avantage. L'animal se détache rapidement de ses ennemis et s'en éloigne à la nage. Sauf que sur l'autre rive, il y a un troupeau d'hippopotames en train de brouter. Bien sûr, l'impala ne représente aucune menace pour eux, mais ces géants défendent farouchement leur territoire. Et leur colère ne peut même pas provoquer un danger direct de la part d'un prédateur, et ce n'est pas un autre herbivore qui peut l'apporter. Les hippopotames ne se soucient pas de cela. Leur colère peut être déclenchée simplement par le bruit que fait l'impala pour tenter de sauver sa vie. Furieux, l'hippopotame de 3 tonnes se précipite sur l'ongulé. Il est sérieux et ne se contente pas d'effrayer l'animal qu'il vient de sauver. Au lieu de cela, il ouvre une énorme gueule qui pourrait facilement contenir l'impala tout entier. La force écrasante de la morsure de l'hippopotame peut briser la colonne vertébrale et les pattes d'un ongulé. Et ses longs crocs peuvent le transpercer de part en part. Mais l'impala, qui a un sang-froid incroyable, esquive cette fois. Et elle parvient à éviter la morsure du géant agressif au tout dernier moment, de sorte qu'il n'a pas le temps de se retourner, de poursuivre son attaque. 2 fois en quelques minutes, elles étaient sur la corde raide, mais ses ennemis sont sous-estimés la furtivité et la chance de leur victime. L'impala a échappé à l'emprise de l'hippopotame alors qu'il n'était séparé que par quelques palmiers et a réussi à rejoindre le rivage à l'écart des autres hippopotames. Et maintenant, l'ongulé court enfin pour se mettre à l'abri. Il s'est détaché des hippopotames et les chiens sont sur la rive opposée et ne se risqueront pas à traverser un plan d'eau avec des gardes aussi redoutables. C'est l'un des cas les plus épiques où un herbivore a pu montrer à ses prédateurs et à des animaux plus agressifs qu'il n'abandonnera pas. Peu de choses motivent autant à ne jamais abandonner que l'exemple de ce zèbre. La lionne a pu poursuivre et attraper le cheval rayé, mais elle ne savait pas à quel animal têtu et fort elle avait affaire. Le chat prédateur s'est jeté sur le zèbre et l'a scellé. Regardez comme la chasseuse expérimentée déséquilibre le zèbre. Elle essaie délibérément de le faire rouler sur le côté, tout en le frappant de ses griffes acérées. La prise de la lionne est incroyablement forte, et en plus, elle mord le zèbre par la peau du cou. L'ongulé souffre, mais il comprend que s'il cède et se laisse faire, il sera encore plus blessé. Avec rage et obstination, le zèbre galope et tente de faire tomber la lionne de son dos. Finalement, les pattes arrière de la féline prédatrice se retrouvent au sol. Elle essaie toujours de retenir le zèbre avec son poids car elle s'attend à ce que la proie soit épuisée. Mais ce n'est pas le cas.
Le courageux ongulé prend de la vitesse, la chute de la lionne était inévitable, bien que chaque seconde du combat ait été tendue et dangereuse pour le zèbre. La lionne avait préparé une embuscade parfaite. Une colline haute et escarpée dissimule complètement le félin prédateur. Elle jette un coup d'œil derrière l'herbe épaisse et voit le zèbre marcher droit dans ses pattes. La lionne a parfaitement travaillé et a choisi le moment où la victime n'a presque aucune chance d'esquiver son emprise. Presque. Parce que le zèbre avait fait quelque chose de fantastique. Il fait probablement partie de l'équipe locale d'athlétisme ou d'acrobatie. Le cheval a poussé sur le flanc de la colline et a effectué un virage à 180 degrés. L'ongulé a ensuite décollé et a couru vers la lionne en partant de très bas. Malgré l'agilité de l'ongulé, le zèbre n'a pas pu vaincre l'inertie et a ralenti pendant un court instant. Cela a suffi au chasseur expérimenté pour planter son couteau dans le dos de sa victime. Mais le zèbre n'en a curé lance et immédiatement ses pattes arrière dans un coup de pied fulgurant. La lionne a eu de la chance de lâcher prise. Si ses sabots avaient touché ses mâchoires, il n'y aurait plus rien eu à manger pour le félin prédateur. Le zèbre a ainsi pu s'éloigner de son prédateur en fuite